Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, première émission de cette fin d'année, cette deuxième moitié 2023 qui est déjà passée très très vite, mes amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, émission spéciale, enfin spéciale en tout cas qui me tient à cœur comme à chaque fois, avec un invité de marque, Alexandre Rouget, qui est donc écrivain, journaliste, éditeur et conférencier. Il est auteur de plusieurs bouquins, dont Le vin français, un chef-d'œuvre en péril et La fin du monde moderne aux éditions Res Publica. Il a d'ailleurs créé sa propre édition, hein, les éditions, la maison des éditions, on y arrivera, édition du Laurier. Il a été également pendant 6 ans journaliste dans le magazine Nexus, hein, pour le magazine Nexus d'ailleurs que j'ai pas mal lu aussi, hein. Apocalypse et transmutation de l'Occident, pierre de foudre et centre spirituel, les Cathares 700 ans plus tard sont les derniers bouquins qu'il a écrits, en tout cas donc aux éditions du Laurier. Je mettrai de toute façon tout ça en lien comme d'habitude en description, vous le savez bien. Et donc tu as également organisé des rencontres de partage à Bugarach. Tu as d'ailleurs été un fervent chercheur, enfin tu es encore sans doute un fervent chercheur dans le monde de Rennes-le-Château. Et tu aussi participes à l'émission chez Immédiat de Laurent Fent, hein, à qui on fait un coucou. Et c'est ce que je disais donc hors antenne, grâce à Laurent, quelque part, de manière indirecte, je fais ces émissions, voilà. Euh, pour ceux qui connaissent la référence, avec Radio Ici et Maintenant. Donc, enfin, je vais pouvoir te dire bonjour Alexandre, comment vas-tu? Bonjour Alexis, ça va très bien. Bonjour tout le monde. Et je te remercie. Je te remercie pour l'invitation puisque il y a une belle il y a une belle actualité à partager. Ouais. Ah, tout l'honneur est pour moi, mon cher Alexandre. En tout cas, c'est vrai que tu vas nous parler aujourd'hui de géométrie sacrée, parce que de géographie sacrée, tu vois, voilà, lapsus. Et donc, effectivement, c'est un sujet, moi, encore une fois, qui me tient vraiment à cœur aussi, que j'ai découvert il y a plusieurs années, comme on disait en hors antenne. Et là, effectivement, tu es dans ce, on va dire dans ce canevas-là. En tout cas, tu es en train effectivement, de faire plein de recherches. Et d'ailleurs, tu offres à tes auditeurs sur ta chaîne YouTube aussi, qu'on mettra en lien, des lives, des directs où tu montres simplement tes recherches en toute transparence. Et donc, récemment, tu as, en tout cas, à l'heure où nous tournons cette vidéo, tu as récemment fait un direct où tu démontres que la France s'encadre dans une forme bien particulière. Tu vas certainement nous en parler. En tout cas, je te laisse la parole, mon cher Alexandre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Eh bien, oui, pour continuer ton propos, il y a sur la France un hexagone qui est posé sur 6 églises aux extrémités nord, est, sud-est, sud-ouest et ouest du territoire français, qui a une superficie de 666 000 km². Et cela confirme et conforte évidemment tout le contenu traditionnel, prophétique et apocalyptique, donc à commencer par l'Apocalypse de Jean, qui est le seul livre de la Bible dans lequel le nombre 666 apparaît. Et cela confirme du coup, en tout cas, ça laisse à penser que la France euh, peut ou doit avoir une place ou un rôle spécial, particulier parmi tous les pays du monde dans le cadre de cet apocalypse, telle qu'elle est du moins décrite par l'apocalypse de Jean, mais telle qu'elle est aussi vécue depuis 10-20 ans, où quantité de signes laissent à penser que ce monde est en train de s'écrouler et que énormément de choses vont changer de manière définitive. Et ma foi, un hexagone de 666 000 km² sur la France confirme et corrobore ce discours que l'on retrouve également dans la tradition hébraïque avec tous ces rabbins qui te parlent de Tsarfat, Aredat Tsarfat et du rôle de la France dans l'avènement ou la génération du Mashiach,
ce qu'ils appellent le Messie, qui correspond pour les chrétiens à la deuxième, seconde venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire le retour du Christ en gloire, qui n'est pas le retour évidemment d'un personnage physique, mais qui est le retour de son esprit, en tout cas, ou de ce qui lui a permis, il y a 2000 ans, d'échapper à sa condition corporelle et de s'ascensionner au ciel. Enfin bref, je ne vais pas entrer dans les détails, mais enfin, il y a une succession de convergences, d'indices convergents et de pièces de puzzle qui s'emboîtent les unes avec les autres, de manière à nous donner, avec le peu de recul que nous avons, parce que là, c'est vraiment la tête dans le guidon pour l'instant, tu vois. Mais pour l'instant, avec le peu de recul que nous pouvons commencer à avoir, tout cela est d'une cohérence impressionnante. Et ma foi, alors il y a bientôt un an que j'ai commencé à me pencher sur la géographie sacrée et à bosser sur Google Earth, que je remercie ici, hein, l'US Navy, l'aérospatiale, Dassault Aviation et tous les gens qui nous ont fait ces merveilleuses images sur lesquelles je trouve des résultats voilà, proprement enfin, vertigineux. Vertigineux, que je ne suis certainement pas le seul à connaître, puisque voilà, pour rebondir sur le mystère de Rennes-le-Château, tout cela est connu depuis très longtemps par l'État en France, hein. Ça remonte à l'époque des rois, ça remonte à l'époque de la croisade contre les Albigeois en plein Moyen-Âge. Louis XIV, c'est acharné sur le pays, sur la région. Il a pillé les mines d'or autour de Rennes-le-Château pour construire le château de Versailles. Ça a déjà été démontré par un chercheur. Et ça a continué jusqu'à François Mitterrand, qui s'est fait photographier à l'entrée de l'église de Rennes-le-Château, peu avant son élection en 1981, avant de faire ses constructions comme l'axe majeur de Cergy, la méridienne verte, les petites plaques en cuivre marquées Arago le long de l'axe nord-sud de la France. Il savait très bien ce qu'il faisait. Et donc, donc voilà, c'est pas des ce que je découvre là en fait n'attendait qu'à sortir. À la limite, enfin, il est temps, je veux dire. il, il est temps. Et bon voilà, pour en finir sur cette intro, donc il y a bientôt un an, enfin oui, parce que là nous sommes le 30 juin, mais j'ai commencé à trouver des résultats sur Google Earth. Et je présenterai bah, voilà, j'ai commencé à présenter cela de manière en donnant des aperçus au fur et à mesure, pour donner une idée, on va dire, des prémices de ce qui se passe sur le territoire, de ce qui se passe sur notre territoire depuis très longtemps. Et avant d'en faire une présentation, je veux dire, aboutie, puisque là, nous allons faire quelque chose qui va être relativement informel, mais je dois avoir 200 ou 300 captures d'écran de Google Earth avec des figures géométriques. Donc voilà, le contenu du sujet, effectivement, c'est qu'il y a sur le territoire de France en général, mais des Corbières et des Pyrénées catalanes en particulier, toute une série de figures géométriques, qu'il s'agisse donc des hexagones, des pentacles, des étoiles à 5 branches, donc des triangles, des rhombes, c'est-à-dire des losanges plus ou moins réguliers, qui s'expriment tous en valeurs symboliques qui seront soit 666, soit 144, soit 618, donc la valeur de phi 0,618, avec des triplets 222, 333, 777 et ainsi de suite. Et toutes ces formes géométriques sont posées sur, donc évidemment, des églises, des chapelles, des abbayes, des monastères, ainsi que des châteaux. Donc tous les châteaux cathares font partie de ce plan, jusque, j'ai compris, des constructions récentes, fin de 19e, comme les constructions de Béranger-Saunière à Rennes-le-Château. Je peux te donner un exemple tout de suite qui est fabuleux. La tour Magdala de Rennes-le-Château est à 12 960 yards du point culminant du Bugarache. Et 12 960, en année, c'est la grande année platonicienne, qui est elle-même la moitié du cycle de la précision des équinoxes de 25 920 ans. 25 920 ans divisé par 2, 12 960. Et on se retrouve sur la carte entre la tour Magdala de Rennes-le-Château et le sommet du Pec de Bugarache à une distance de 12 960 yards. Donc ça me laisse penser que les gens qui ont conçu ce plan avaient aussi un objectif chronologique, temporel, puisque on a une coordination spatio-temporelle à base de lignes et de figures géométriques sur le territoire, ordonnées à des bâtiments culturels, y compris des bâtiments artificiels récents, mais aussi à des points naturels, puisque toutes ces figures géométriques sont ordonnées également à des montagnes, à des sources, voire même des cascades, ainsi qu'évidemment, un élément intermédiaire entre les montagnes elles-mêmes et nos bâtiments actuels, châteaux, églises. Mais ça marche aussi avec les menhirs, avec les mégalithes, avec les menhirs et les dolmens, qui sont fort nombreux par ici, et qui eux aussi, manifestement, ont été placés là pour servir de point
euh, pour permettre de tracer des figures géométriques qui s'expriment dans différentes unités de mesure, parce qu'il y a le yard, il y a le kilomètre, il y a le mile anglais, et toutes ces figures voilà, s'expriment dans des valeurs numériques à dimension symbolique, gnostique, ésotérique, voilà, comme le 144 et le 666. Incroyable, incroyable. Merci beaucoup pour ces précisions. En tout cas, c'est vrai que c'est fascinant. Et c'est ce qu'on disait hors antenne. C'est un travail qui fait un travail, une passion. Hein. Là, pour le coup, il faut être vraiment passionné parce que c'est un boulot. Enfin, c'est un boulot. Encore une fois. C'est une recherche qui. Alors, je vais pas dire qui n'en finit pas, mais qui est. En fait, plus tu cherches, plus tu trouves, quoi. Oui, et en effet, ça n'en finit pas, parce que hors antenne, tu me disais qu'un chercheur avait déjà fait le même boulot sur le territoire des Oui. États-Unis. On sait qu'il y a effectivement, Washington est une ville d'architecture complètement maçonnique. Donc ils se sont pointés, ils se sont orientés sur les mêmes sites que tout le monde, plateau de Gizeh peut-être, l'île de Pâques, oui. Donc c'est valable pour la Terre entière. Les résultats que j'ai commencé à trouver sur la carte des Corbières et des Pyrénées en particulier, mais aussi de la France en général, sont valables, à mon avis, hein, pour le monde entier. On trouvera, genre, s'il suffit de chercher, n'importe quel pays du monde présentera les mêmes figures géométriques sur son territoire, ordonnées et s'exprimant en valeurs traditionnelles. Je vois pas pourquoi ce ne serait le cas que pour la France, ça n'a aucun sens. Mais ce qui a un sens aussi, c'est que cela se manifeste d'abord pour la France. Déjà, je n'ai pas connaissance. Enfin, les résultats que je m'apprête à publier, pour ma part, sont inédits. Ça n'a encore jamais été, ça n'a encore jamais été publié. Et cela aussi a sa raison d'être. Déjà, je ne vois pas pourquoi. Encore une fois, ça a un rôle, ça a un sens par rapport à la place de la France dans l'histoire de la modernité, dans l'histoire de l'Occident tout entier. Et ma foi, ben, dans la période de transition là où nous sommes actuellement, où cette histoire est en train de s'achever, et nous nous préparons à passer à autre chose. Et pourquoi ces figures géométriques hallucinantes apparaissent d'abord sur le territoire français? Ben, parce que c'est sur le territoire français que la modernité est née, qu'elle a grandi et qu'elle est en train d'expirer, d'agoniser. Et que, ma foi, si nouveau monde il doit y avoir, ben, il ne tient qu'à nous de nous en donner les moyens. Mais j'ai tendance à penser que cette concentration de figures géométriques magnifiques sur le territoire indique que le point de départ, entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, ça, le point de départ du Nouveau Monde est situé entre Toulouse et la Méditerranée. Ça, c'est un Chanel américain assez connu qui avait dit ça bah, à Toulouse en 2009, 2010, je sais plus, le congrès des éditions Ariane à Toulouse, l'éditeur québécois qui avait fait qui avait fait des beaux congrès à Toulouse pendant, juste en 2012. Et je crois que c'était Lee Crayon qui avait dit ça. Un, un Chanel, et qui disait la flamme du Nouveau Monde jaillira en terre de France, voilà, quelque part entre Toulouse et la Méditerranée. Enfin, il désignait quand même assez précisément cette carte du territoire gaulois bah, qui, du reste, correspond à l'ancien royaume visigothique du Moyen-Âge, royaume de Toulouse, puis à la Septimanie et la Gothie qui ont été détruites lors de la croisade contre les Albigeois du XIIIe siècle. Comme par hasard, si tu veux, on a une cohérence historique et géographique qui contribue à expliquer effectivement les résultats de géographie sacrée que nous avons sur le territoire. Mais enfin, j'ai pris cette info au sérieux à l'époque quand je l'ai entendu de Crayon, que la flamme du Nouveau Monde voilà, jaillira entre Toulouse et la Méditerranée, donc c'est les Pyrénées, et c'est là que je trouve mes résultats. Donc je considère que c'est cohérent, et je considère que ça va dans ce sens, effectivement, qui est que comment te dire, le sens sérieux du secret Qatar, du secret Templier, du secret de Rennes-le-Château, qui ont tous été effectivement les plus actifs au même endroit, qui ont été persécutés et assassinés également dans ces mêmes endroits. Il y a un enjeu. Pour moi, il y a un enjeu, alors qui n'est pas que politique et géostratégique, incrusté ou inscrit dans le territoire, encore une fois, de cette portion de la Gaule gothique pyrénéenne catalane. Et cet enjeu réside en quoi? Bah, pour te donner le fin mot de l'histoire, hein, je veux dire, ça fait partie des axes enfin, de recherche dont tu as besoin, sans quoi ta recherche ne t'appartient plus et tu pars vraiment en vrille. Mais il est question, effectivement, de manière récurrente, d'artefacts d'origine non humaine dissimulés dans les grottes et les montagnes des Corbières et des Pyrénées,
artefacts d'origine atlante, voire plus ancienne, et artefacts parmi lesquels il est souvent mentionné l'Arche d'Alliance et le mobilier du Temple de Salomon. Et ma foi, pour l'instant, même si je ne peux pas affirmer que ce soit vrai ou faux, puisque factuellement, empiriquement, je n'en sais rien, mais par contre, rationnellement, je prends cette hypothèse au sérieux parce que jusqu'à présent, cette hypothèse répond beaucoup plus à des questions et apporte beaucoup plus de réponses qu'elle ne soulève de nouvelles questions, si tu veux. Donc, tout ceci mis bout à bout peut expliquer pourquoi, effectivement, ce pays, ce coin d'Europe occidentale a été l'objet d'une telle violence et d'un tel déchaînement militaire conquérant à travers les siècles. Et pourquoi, jusqu'à nos jours encore, cette région fait l'objet d'une espèce de focalisation médiatique assez malsaine et d'une espèce de tentative d'emprise institutionnelle assez malsaine elle aussi, sur les villages eux-mêmes, et puis sur les environs immédiats, et puis sur ce que les gens ont le droit ou pas de faire, de dire, et ainsi de suite. Et qui traduit, à mon sens, la tentative d'emprise des forces, on va dire, politiques, officielles, habituelles hein, de nos pays, tentative d'emprise de leur part sur ces pays et ces territoires, parce qu'ils savent ce qu'il y a caché là-dedans. Et à mon avis, ils savent aussi que ce n'est pas pour eux et que, ma foi, s'il est question d'artefacts en effet d'origine non humaine, que ce soit Atlante ou même supra-humaine, eh bien, ça laisse entendre, puisque ça c'est dans la tradition, que même, c'est même dans le cinéma, genre Indiana Jones nous l'a montré, hein, que ces objets-là se protègent eux-mêmes et que, ma foi, leur découverte et leur mise à jour, ou pas, aura lieu selon des modalités qui ne nous appartiennent pas. Et que, bah, si tu veux, encore, mais c'est dans la tradition. Spielberg, pour le coup, il s'est un peu intéressé à tout ça. Et dans le troisième Indiana Jones, la dernière croisade, là, avec Sean Connery, quand il va chercher le Graal, pourquoi est-ce qu'il trouve le Graal? Parce qu'il s'en fout, en fait. Et ça, c'est une clé en tradition. Son père vient de se prendre une balle. C'est t'as le méchant nazi qui lui dit, bon ben voilà, maintenant, soit tu vas chercher le Graal, soit ton père crève. Et il y va. Mais il y va pas pour le Graal, il y va pour sauver la vie de son père. Et s'il avait été pour autre chose, jamais il aurait pu le trouver. C'est un peu à ça qu'on a affaire ici, si tu veux. C'est ça, il y a une sorte de but, mais qui n'est pas celui qu'on croit, en fait. Puis je crois que ce que tu viens de Mais me dire aussi résonne avec le fait que la France, comme tu dis, symboliquement, hein, c'est vraiment un symbole, la France. On a beau dire, oui, c'est un grand pays d'Europe, d'accord, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à creuser de ce côté-là. Et on l'a vu en 2020, l'emprisonnement était beaucoup plus fort dans ce pays-là que dans d'autres pays, finalement. oui, parce qu'il leur a fallu réprimer. Mais pourquoi? Parce que c'était le seul moyen qu'ils ont eu pour faire taire les Gilets jaunes. Oui, voilà, ça c'est la petite C'est le parenthèse, mais seul moyen. Ah non, c'est pas une parenthèse. Pour moi, c'est stratégique, c'est essentiel. C'est la raison symboliquement, c'est la principale. même chose pour toi, ok. Tout Mais ce qui c'est se pas ça. passe, Mais c'est pas symbolique. C'est extrêmement pratique, politique, concret. Jamais ils te le diront. Donc c'est une version officieuse que je te donne là. Mais si tu fais une lecture des événements en temps soit peu cohérente au point de vue chronologique, le confinement du 19 mars 2020 a été le seul moyen qu'ils ont eu pour faire arrêter les Gilets jaunes. c'est ça exactement. Mais donc on retrouve de nouveau les mêmes scénarios qui se répètent au fil des siècles et bon, Oui, voilà. tout à fait. Et si on dit que le monde est fractal, eh bien quelque part, hein, bon, ça euh, c'est de se dire que cette recherche, comme tu dis, n'est pas que pour trouver justement le trésor. Au contraire, c'est pour une Ah certaine non, libération de l'humanité. Je pense que, exactement. je pense que voilà ce que vous, Français, vivez. Je pense que c'est comme tu dis le point culminant sans doute, d'où émergera sans doute ce nouveau monde. En tout cas, cette nouvelle, ouais, cette nouvelle humanité, on va dire, j'espère, en tout cas un jour. Et Oui, oui, oui. je pense Parce que il y a un lien, il y a un lien vraiment fort. Et je pense qu'il faut continuer. Enfin, c'est ce qu'on disait aux antennes. De toute façon, tant qu'on est vivant, continuons, hein, parce que voilà. Donc, mon cher Alexandre, aujourd'hui, tu vas nous présenter eh bien quelques fruits de tes recherches, hein. Tu as des oui, illustrations. D'ailleurs, on va mettre tout ça en illustration, comme ça sera quand même aussi plus facile pour comprendre tes dires et tes recherches. Et donc, tu as, voilà. Je te laisse la parole encore une fois, Alexandre. pour essayer de revenir sur ce que j'ai dit au début. Donc, effectivement, ce qui est frappant avec cette géographie sacrée, c'est qu'elle inclut donc non seulement des bâtiments
des bâtiments humains, mais des bâtiments, si j'ose dire, des structures naturelles, euh, comme les montagnes. Et il y a en particulier un triangle magnifique, prodigieux, dont l'une des pointes est sur le rocher de Tombelaine, au Mont-Saint-Michel. Et dans la baie du Mont-Saint-Michel, à 800 mètres, il y a un gros rocher posé dans la mer et qui était le véritable sanctuaire druidique il y a très longtemps. Tu poses ton curseur sur Tombelaine, ce rocher, tu tires plein est vers le Jura, tu te poses sur le mont Poupet qui était aussi un site sacré druidique. Ensuite, tu tires plein de sud sur le mont Buirache, et là, tu te poses non pas sur le point culminant de la montagne, mais sur la pique grosse, qui est la boule ronde, la silhouette qui fait une forme de tête quand tu regardes le pec. Bref, tu te poses là, et tu boucles ton triangle en remontant au Mont Saint-Michel à Tombelaine, et tu as une superficie de 153 000 km². 153 000 km², ce n'est pas possible que ce soit le hasard. Et comme ce sont trois montagnes qui forment ce triangle, ça veut dire que les montagnes elles-mêmes n'ont pas été posées au hasard. Telle est du moins ma déduction. Et j'ai d'autres résultats qui vont évidemment dans ce sens. Mais si tu veux, d'ores et déjà, si tu veux, ce simple et seul résultat-là, moi, m'autorise m'autorise oui, à considérer avec sérieux, en fait, tout le légendaire européen, local, sur l'origine des montagnes et des mégalithes. Voilà. De qui, encore une fois, de qui l'œuf la poule? Est-ce que les mesures ont été faites à partir de soi-disant la nature et du hasard, ou alors c'est justement le contraire, ça a été placé pour avoir une telle géographie sacrée. Je veux dire, Eh bien, ouais. eh bien, c'est la deuxième option qui est la bonne, puisque que nous disent les légendes, Par exemple, un menhir un peu connu par ici, Saint-Salvaire, le menhir de Bakou, au sud d'Alet, eh bien, il est question d'un géant qui jouait au palais avec son caillou, et puis il l'achetait un peu trop fort, et le caillou s'est planté, et puis ça a donné un menhir. Donc, à un moment, l'alternative est simple. Soit tu hausses les épaules, tu lèves les yeux au ciel et tu te casses, soit tu te demandes si ça peut pas être vrai, en fait. Et à partir du moment où tu commences à te demander si ça ne peut pas être vrai, eh ben, tu vas t'apercevoir que des confirmations vont t'arriver. Et tu t'apercevras, au fur et à mesure, du moins ça a été mon cas, tu t'apercevras de manière parfaitement rationnelle et cohérente que ça n'a pas pu se passer autrement. Et une autre légende, je prendrai qu'un seul exemple, hein, il est assez connu, mais à propos du mont Canigou lui-même, Oui, oui, j'allais te le dire justement, ce mont, la montagne sacrée des Catalans, bah, qui sort dans qui sort dans plein de captures d'écran là. dont on ne parle pas souvent, hein, d'ailleurs. Bah, comme par hasard, mais il y a une montagne qui est collée au Canigou qui est encore plus mystérieuse et dont je te parlerai aussi parce qu'elle sort dans le résultat. Mais le Canigou, si tu veux, dans le légendaire et dans la tradition, en fait, la tradition, c'est ce qui se transmet à l'oral, tellement c'est important qu'on refuse de le mettre par écrit, tu vois. Donc la tradition, évidemment, c'est la première source à prendre en compte. Bah, il est question de l'histoire d'Hercule, qui s'est arrêté dans les Pyrénées auprès de la tribu gauloise du roi Bébrix, dont il est tombé amoureux de la fille Pyrène. Et l'histoire d'amour se termine mal. Il y a plusieurs versions différentes. Toujours est-il que Pyrène meurt, que Hercule est fou de rage et de chagrin, et que la seule chose qu'il peut faire pour elle, c'est de lui faire un tombeau à la hauteur de qui il était, et de l'amour qu'il avait pour elle. Et ce sera le Canigou. Le Canigou, c'est le tombeau de Pyrène. Alors, au sens strict, au sens figuré, les deux à la fois, mais les montagnes elles-mêmes, les Pyrénées elles-mêmes, du coup, ne sont peut-être pas d'origine naturelle. Et ce n'est pas, alors voilà, mais ce n'est pas la tectonique des plaques, ce n'est pas l'activité géologique ordinaire qui permet d'expliquer que le Mont Saint-Michel, le Bugarache et le Mont Poupette forment un triangle de 153 000 km². Ce n'est juste pas possible. Donc l'alternative est simple. Que dit la tradition? Que disent les légendes? Eh bien, ce sont les héros, les géants. Un tombeau pour sa bien-aimée, un acte d'amour, un acte de transmission, le sauvetage d'un héritage. Le sauvetage, ça, on est déjà dans le mystère de Rennes-le-Château, hein, puisque le tombeau de Marie-Madeleine à Rennes-le-Château, c'est pareil que le tombeau de Pyrène dans le Canigou.
C'est strictement la même chose. Ce problème, c'est que comme nous sommes en tradition et que les mots sont codés ou cryptés, les gens ont tendance à prendre au pied de la lettre ce qui ne sont que des allégories et des métaphores. En l'occurrence, Marie-Madeleine n'a de dépouille nulle part. Ça, je tiens à le souligner. Genre, le nombre d'abrutis qui s'imaginent qu'ils vont trouver le dépouille mortuaire de Madeleine, c'est Oui, aberrant. le fameux crâne qui est posé dans une église là dans le sud, je sais plus non plus, hein, enfin. Mais le crâne percé fait partie de ses attributs traditionnels dans la représentation. Mais il n'y a pas de dépouille mortuaire de Marie-Madeleine parce que nous avons déjà des reliques de Marie-Madeleine, en fait. Elles sont à Vézelay, la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, dans la crypte, et les reliques de Madeleine sont là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs. Saint-Maximin, j'ai des gros doutes de la Sainte-Baume, puisque tout ça a été largement réinventé, manipulé pour servir de propagande par l'Église catholique romaine à la fin du XIIIe siècle. Quand tu traces la chronologie de l'histoire de Marie-Madeleine, ils inventent la Sainte-Baume, ils inventent ces reliques à Saint-Maximin dans les années 1270-80, c'est-à-dire alors qu'ils sont en train d'en finir avec la croisade contre les Cathares, qu'ils sont en train de finir de génocider, d'exterminer les docteurs, les initiés bénédictins, kabbalistiques, hein, catalans, mais qu'ils ont appelé Cathares, mais Cathare, ça veut rien dire. On était chez les Occitans qui étaient des Catalans, en fait, puisqu'à cette époque-là, la Gothie, enfin, c'était la Gothie qui est devenue la Catalogne entre-temps, et c'était le même territoire, nord-sud Pyrénées. Occitanie, c'est une invention française. Languedoc, c'est une invention française des conquérants. Donc, et c'est tout ça qui a été effacé, détruit, pillé par tous ces gens-là, en particulier l'héritage de Marie-Madeleine. Et qu'est-ce qu'ils font 50 ans après, 40 ans après la chute de Montségur? Ils te font croire que Madeleine, en fait, ben, elle était en Provence. Donc, encore une fois, en termes de tactique pure, ça laisse penser que tout ce qu'ils ont voulu détruire, voler, accaparer en Occitanie-Catalogne, ben, en fait, ils vont te faire croire que ça existe en Provence parce que c'était ça qu'ils cherchaient en vérité en Occitanie et en Catalogne. Tu vois ce que je veux dire? De quoi il s'agit? Donc, c'est pas le tombeau ni la dépouille mortuaire de qui que ce soit. Un tombeau dans la tradition désigne l'héritage de la tradition. Le culte, donc les objets du culte. Donc, je t'ai parlé tout à l'heure d'artefacts, effectivement, le mobilier du temple de Salomon, la table d'oblation, le chandelier à sept branches, ce sont des objets, des outils à fonction opérative destinés à produire un certain effet sur l'individu qui s'en sert pour entrer en contact avec des forces supérieures et entraîner éventuellement des effets en fonction de ce que demande ou pas cette force supérieure. Alentour de, bon bah voilà, hein, c'est Moïse sur le Sinaï avec les tables de la loi, tiens vas-y je te donne ça, tu vas leur expliquer la vie, super, ils en veulent pas, faut recommencer, d'accord, comment on fait? Mais tout n'est que question effectivement d'interaction et de mise en cohésion, je veux dire, entre nous et les forces du ciel. L'enjeu essentiel est là. Donc un tombeau, c'est ça, un tombeau, ça désigne le lieu où sont déposés les objets, les supports du culte, voilà, donc objets matériels, documents, manuscrits, mode d'emploi, j'ai envie de te dire, et relique éventuelle, mais une relique est un support d'influence spirituelle, une relique en tant qu'objet de vénération, de grâce, d'hommage, sert simplement de réceptacle à ta foi, à ton amour, à tes besoins et de transmetteur bah, à la force à qui tu t'adresses. Donc les reliques de Madeleine, tu t'adresses à Sainte Marie-Madeleine, mais derrière Sainte Marie-Madeleine, tu t'adresses à Vénus, tu t'adresses à la déesse, tu t'adresses à Inanna Ishtar, tu t'adresses à Isis, tu t'adresses à Notre-Dame. Les reliques servent à ça. Et au sens large, tout ce qui va avec les reliques, donc les objets du culte, les armes pour les guerriers, les bijoux, les objets d'apparat, les fameuses abeilles en or qu'il y avait dans la tombe de Childéric à Tournai. Voilà, c'est pas des babioles et des bibelots Non, non, c'est pas juste, matérialiste comme on pourrait le juste bons à penser. être fondus pour faire de la thune avec, mais comme tu Voilà, c'est t'imagines, ça. les trois quarts des chercheurs de Rennes qui n'ont rien compris. Il s'agit d'objets de culte et encore une fois, et à fonction opérative. Parce qu'on n'est pas dans du religieux vulgaire à base de dévotion et de sentimentalisme pur, on est dans de l'opératif. C'est-à-dire que ces reliques-là ont une fonction, il y a un mode d'emploi, il y a une manière de se présenter à elles, de les solliciter, de mettre en œuvre leur puissance. C'est prévu pour et pas pour autre chose. Et voilà. Donc, voilà à quoi on en arrive. Voilà, moi j'étais parti simplement pour te dire que voilà, avec les résultats que j'ai, nous ne pouvons pas attribuer au hasard voilà, des résultats pareils. Et si c'est pas le hasard, c'est qui? Eh ben moi, j'invoque et je mobilise. Oui, effectivement, les protagonistes voilà, de notre histoire, y compris la plus lointaine et la plus reculée, mythique et archétypique.
qui est peuplé par les dieux, les déesses, les héros, les géants. Et ce sont eux qui ont fait ce canevas de géographie sacrée en utilisant y compris les montagnes et les rivières. Mm. Exactement. Une légende n'est pas qu'une légende, hein. Bien au contraire, il faut vraiment prendre en considération tout ce qui est mythe et légende. On met tout ça justement. C'est un mot facile en fait, hein, finalement. Oui, C'est oui, quelque c'est un mot part, c'est pour facile. dire, voilà, c'est juste une histoire qu'on raconte comme ça. C'est Voilà. un mot facile, mais qui est galvaudé, puisque Complètement. il suffit de se pencher sur il suffit de se pencher sur le sens du mot. Légende vient du latin legenda, qui veut dire ce qui doit être lu. Ce qui doit être lu. Donc, pour savoir pourquoi, bah, lis-le, après tu verras, tu vois. Mais il est conseillé de le lire, en fait. Quant à mythe, c'est encore plus fort. Ça vient du grec mutos, qui a donné muet, qui a donné mutisme, et qui veut dire ce qui doit être tu, Ah oui, cette d'accord. fois. Ok. Ah, pas mal ça. Ok, d'accord. Génial. C'est pourquoi les mythes étaient de transmission Donc, orale. finalement, tu peux lire, mais tu te tais après, quoi. En gros. Tu lis et tu comprends, et une fois que tu as compris, tu fermes ta gueule. Mais ça, c'est la devise, c'est la devise alchimique attribuée à Zoroastre, à Zarathustra. Savoir, pouvoir, oser, se taire. Voilà, ok, d'accord. C'est clair. Bon, Voilà. ben, l'émission est finie, messieurs, dames. On vous... Non, non, je rigole. On va pas se taire, mais c'est pour te On dire va pas que se... arrivé à un certain degré dans ces recherches-là, il est certain que tu as intérêt à fermer ta gueule, hein. Moi, C'est ça, exactement. Oui, oui, j'ai payé pour le savoir, mais voilà, mais il y a des raisons vulgaires, effectivement, de confort et de sécurité pure, mais il y a aussi des raisons profondes et intellectuelles de respect de la vérité, déjà, de ne pas donner des perles aux cochons, de peur qu'ils ne se retournent contre toi et ne te dévorent. Ça aussi, j'ai vérifié. Et puis, encore une fois, de respect de la vérité, dans le sens que pour que la vérité puisse être perçue, admise, reconnue le plus largement et agréablement possible, il y a des précautions à prendre et des conditions à réunir qui m'échappent et que je ne maîtrise pas, et qui pour l'instant, et j'en suis encore pour ma part, à réunir les conditions d'explication et de présentation optimale de la géographie sacrée qu'il y a sur le pays. Moi, je pense que tant qu'on est on est aligné, de toute façon, je sais que c'est facile à dire comme mot, hein, c'est des termes qu'on emploie tellement un Oui, peu mais c'est dans vrai. tout et n'importe quoi, mais je crois qu'il faut Oui, être mais c'est aligné vrai. avec son sujet, être aligné avec ses recherches. Et Mais je oui, pense que à ce moment-là, les portes s'ouvrent. Encore une fois, elles s'ouvrent pas parce que tu le veux, elles s'ouvrent parce que tu le vaux, parce parce que que, tu es prêt. parce que Parce que tu es tu es, prêt, parce parce que que tu tu es prêt. prêt. Ah oui, oui. Et que tu résonnes avec l'endroit. Oui, oui, mais de toute façon, on en reparlera dans d'autres sujets avec d'autres intervenants. Mais effectivement, quand tu es amené à voir, ben, rien qu'en ufologie, bon, là, je fais carrément une aparté, je m'excuse, hein, l'exemple, mais Ah ouais. une aparté voilà, personnelle, on va dire, Parce que c'est cohérent. C'est rien qu'en cohérent, vas-y. ufologie, tu es amené. Il y a des gens qui disent, voilà, moi, je vois jamais d'ovnis, je vois jamais d'objets volants non identifiés dans le ciel. Eh bien, c'est parce que tu n'as pas. Alors, c'est pas un jugement. Je crois que c'est parce que les gens ne sont justement pas prêts à accepter, à accueillir, pardon, cette réalité. Et je pense que quand tu es prêt, malgré toi, je dis bien malgré toi, parce que tu ne le sais pas forcément de manière intellectuelle, mais apparemment, tu es, on t'accorde en fait, on t'accorde certaines choses quand Oui, tu as, je sais quand tu es pas. prêt. Quand tu es prêt. C'est quelque chose qui dépasse le mental. Je ne sais même pas l'expliquer. Oui, tout à fait. Je ne sais même pas mettre des mots. Tu te sens tout d'un coup élu. Alors attention, hein, encore une fois, à mettre avec des pincettes parce que c'est pas dans l'ego, hein. Là, Oui, c'est pas. là, je suis en train de dire une Non, sorte. c'est pas une élection, hein. C'est pas une élection, mais c'est une sorte Mais de. c'est une validation qui arrive parce que tu t'es Oui, élu toi-même. oui, oui, on va dire ça. Voilà, Que tu t'es exactement. donné les moyens Voilà. d'être élu, c'est-à-dire d'être considéré Oui, comme oui, quelqu'un c'est pas. de souverain, et qui est capable d'accepter des niveaux de réalité comme cela. C'est C'est ça, tout. souverain. C'est plutôt le mot. C'est exactement ça. Enfin bref, je m'excuse pour cette Non, parenthèse. je t'en prie, mais Mais on est c'est au vrai. cœur du sujet. On est au cœur du sujet, puisque tu me parles d'ufologie, mais moi, quand je te parle de Dieu et de géants, Oui, c'est ça. ben, c'est les mêmes, en fait. C'est la même chose. Non, les mêmes personnages, les mêmes Ouais. êtres. D'accord, d'accord. Ok. La géographie sacrée est une science hermétique. Un art hermétique. Ça fait partie du corpus hermeticum. Ça vient d'Hermès, Hermès Je m'excuse de te couper. Il faut d'ailleurs prendre de la hauteur, c'est le cas de le dire. Rien que ça.
Hmm. Rien que Bah, dire. pour voir les dessins sur la carte, déjà, tu vois. Ouais. Voilà, il faut prendre de la hauteur déjà pour. Alors merci Google Earth comme tu dis, mais Ouais. si on n'avait pas Google Earth, bon il y a les Bah, cartes, hein, il y a les cartes à non, l'ancienne, mais c'est c'est pas mort, ça. hein, sur le papier, tu fais pas ce que. Non, c'est pas possible. Laisse tomber. C'est pas, non, c'est pas évident. Et alors, Non. bah, c'est comme les cathédrales, c'est tout ce qui est, voilà, tout ce qui est finalement art, encore une fois hermétique. Il faut prendre de la hauteur pour pouvoir observer. C'est pas pour les personnes qui sont au sol, on va dire ça comme ça. Oui, Enfin bref. ce que je voulais te dire, c'est que à partir du moment où tu sais que la géographie sacrée relève des sciences et des arts hermétiques, donc qui ont été créés par Hermès Trismégiste, c'est-à-dire Thoth en Égypte, c'est-à-dire Mercure chez les Romains, c'est-à-dire Lug chez les Gaulois, mais c'est-à-dire un personnage vivant de chair et d'os et de sang, comme toi et moi, avec des capacités néanmoins largement supérieures aux tiennes et aux miennes, c'est-à-dire ce qu'on appelait un dieu. La géographie sacrée est une science hermétique. L'hermétisme, c'est Hermès. Hermès, bah, c'était quelqu'un comme toi et moi, quoique largement supérieur à toi et moi en puissance, en intelligence, en connaissance. Mais cependant, si tu es sérieux 2 secondes, que tu prends au sérieux ce que tu lis et que tu prends au sérieux les mots, eh bien, les résultats, par exemple, de géographie sacrée dont nous parlons maintenant, sont dus à ce personnage-là, un dieu. Si tu n'es pas capable, en fait, justement, d'envisager et d'admettre cette hypothèse-là, bah, tu vas rester, tu vas continuer de parler du hasard et en fait, tu abdiques ta souveraineté. Tu abdiques ta souveraineté. Tu renonces à décider par toi-même et pour toi-même. Mais qui a bien pu faire ça? Qui a bien pu faire ça? Si tu réponds le hasard, t'es mort. Tu renonces à ta souveraineté. Tu te caches derrière un truc qui t'échappe et sur lequel tu ne veux rien savoir. C'est quoi le hasard? C'est qui? Ça veut rien dire. Le hasard, étymologiquement, c'est un mot arabe, ça vient de l'arabe qui désignait les dés à jouer. Les dés de ça. Ok, donc le sort, le hasard, le sort, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est le ciel, c'est le Saint-Esprit, c'est Notre-Dame, c'est Dieu, c'est les dieux. Point final. Donc, soit tu es capable d'admettre cette hypothèse, soit tu n'es pas capable, et à mon avis, plus ça ira, et moins il sera physiquement, nerveusement, mentalement tenable de considérer que seul le hasard a pu faire ça. Parce que c'est tellement stupide qu'au bout d'un moment, tu vas t'écrouler et c'est tout, en fait. Ça tient juste pas, quoi. Mm, mm, mm. Et la différence, c'est justement que quand on est amené à, pour continuer avec ce que je disais, quand on est amené justement à être autorisé, je vais dire ça comme ça, de manière finalement bah, céleste quelque part, à être Mhm. amené à continuer ces recherches, bah, c'est comme l'ange de la bibliothèque. En fait, il- le chemin va s'ouvrir en fait de manière tellement évidente, tu ne Mhm. peux plus renoncer à ce que tu as commencé. Oui, tout à fait. C'est Tout à mais fait. tout en se faisant pas non plus bouffer euh, par ces sujets parce que ce sont des sujets qui sont très puissants Mhm. et je pense qu'on peut s'y perdre, comme avec Rennes le Château, comme avec un tas de sujets, on va dire. En effet. Et donc il faut, je crois, il faut plus penser terrien à ce moment-là, il faut vraiment penser de manière céleste. Et, euh, et je pense que voilà, bon, les portes s'ouvrent. Bref, Et oui, oui, mais les portes s'ouvrent parce que tu as frappé à la porte, en fait. mais tout simplement, c'est ça. Alors, demande et tu recevras. Hein. Frappez et on vous ouvrira. Oui, mais Mais, encore une fois, avec le cœur, avec une ah, certaine. mais, ah non, mais encore une fois, oui, Surtout mais avec là, le cœur, ouais, ouais. mais oui, ça répond pas à OK, tu frappes, mais tu demandes quoi? Tu veux entrer, pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui ils le font, hein. Il y en a Tu plein viens qui le chercher. font comme ça, mais Mais qui veulent entrer, mais qui ne formulent aucune intention, qui ne savent pas ce qu'ils demandent, qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ou alors, quand ils le savent, ils n'osent pas l'admettre et ils le manifestent malgré eux. Donc là, je te parle de ce que je connais, hein, les chercheurs de Rennes ordinaires. Et le critère, si tu veux, moi pour moi, hein, le critère t'entres ou t'entres pas, c'est selon si tu mets le curseur sur la puissance ou sur la connaissance. Parce que, le problème, c'est qu'on a affaire à des gens, effectivement, qui ne connaissent pas, par exemple, la différence entre l'occultisme et l'ésotérisme, qui te parlent d'ésotérisme à tort et à travers sans savoir de quoi ils parlent. Mais le problème, c'est que quand on commence à manipuler, on parlait du langage tout à l'heure, mais quand on commence à manipuler des mots-clés aussi puissants à la légère, sans être bien conscient de leur définition, de leur origine, de leur sens, bien ma foi, tu déclenches malgré toi des forces et des énergies dont tu ignores tout et qui, à partir du moment où elles ont été déclenchées, libérées, mises en œuvre, ne vont pas avoir d'autre choix que de se retourner contre toi pour savoir ce qui leur arrive. voilà.
On est dans de la. Enfin, et ça, c'est de l'occultisme pur, hein. Là, je te parle de magie, de manipulation des forces électromagnétiques. Mais quand je te parle tout à l'heure que les objets sacrés, les trésors sacrés se protègent eux-mêmes, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et si tu te présentes devant l'entrée d'un sanctuaire, par exemple, un dépôt, animé d'une intention profane, genre ah, c'est moi qui, c'est pour moi, je vais pouvoir montrer au monde si ça machin, mais tu vas cramer sur pied. On va s'y brûler les ailes, on va dire. Tu Ouais. vas cramer sur pied. Non, mais les Lévites, la caste sacerdotale hébraïque qui étaient les seuls autorisés à approcher l'Arche d'Alliance, ils avaient des combinaisons inifugées, hein, plaques d'or, parce que si tu fais un pet de travers, tu crames sur pied, mais physiquement, j'entends. Voilà, c'est ça, exactement comme dans le film, justement, de Donc, MZ. voilà, 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 voilà. Et Mhm. moi, ça, c'est à prendre au sérieux, parce que Spielberg, il n'invente pas ça, il le prend dans la tradition, hein. Donc, et ici, alors voilà, je dis pas que voilà, tous les branleurs et les escrocs qui traînent ici vont se faire tuer, voilà, je le souhaite surtout Non, pas. non, non, non. En revanche, ce que je constate, c'est que les gens se font repousser de certains lieux. Ils se font repousser gentiment, alors ils se cassent la gueule, ils ont des problèmes mécaniques, il faut qu'ils fassent demi-tour. Il y a des cailloux qui tombent aussi, j'en ai Ouais, c'est connu. ça. Oui, voilà, voilà. Il glisse, il se pète une cheville, un genou, il comprend pas pourquoi. Bah parce que t'es pas le bienvenu ici, Parce en que t'as fait. pas la clé, en fait, voilà, c'est ça. Parce que tu arrives, en conquérant, tu arrives en dominateur, tu arrives tel le touriste parisien de merde en pays conquis. Et en fait, ça marche pas comme ça, quoi. Ça marche pas comme ça. C'est exactement ça. Exact. Et c'est valable partout, je pense, encore une Tout à fois. fait. Tout à fait. Donc, si tu veux, voilà, moi, je te propose de donner un autre exemple de coordination spatio-temporelle, puisque ça fait vraiment partie des résultats les plus impressionnants. Et celui-là m'a vraiment mis un tir quand j'ai réussi, enfin, quand il est sorti. C'est le triangle qui est constitué par le site de Stonehenge en Angleterre, le Pec de Bugarach dans les Corbières et à l'ouest, troisième point, la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Et ce triangle a un périmètre de 2922 kilomètres. Et là, tu vas me dire, et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On en a à foutre que 2922, c'est exactement le nombre de jours en 8 années. Donc, et c'est lié au cycle. Oui, c'est 8 fois 365,25. Donc, euh, une année, enfin 365 jours, un quart, c'est-à-dire la valeur moyenne d'une année, multiplié par 8, je crois, ou c'est par 4, mais je crois que c'est par 8, j'ai plus le résultat sous les yeux, égale, égale 2922. Alors ça, enfin, je peux te le confirmer tout de suite, comme ça on évitera de dire des conneries aux gens. 2922. Voilà, 2922, c'est le nombre, 2922 divisé par 8, c'est ça, égale 365,25, donc le nombre moyen des jours d'une année. Donc 2922, c'est le nombre de jours qu'il y a dans 8 ans, en 8 années, et 2922 kilomètres, ben, c'est le périmètre de ce triangle Bugarach, Stonehenge, Saint-Jacques de Compostelle, ce qui laisse entendre que ces sites ont été ordonnés et coordonnés entre eux les uns avec les autres dans une optique cyclique, temporelle, chronologique. Je ne sais pas si tu te rappelles du Barnum médiatique du 21 décembre 2012 sur la fin du monde d'Abu Garach et que la montagne serait le seul refuge de l'apocalypse. Oh que oui. Eh bien, c'est pour ça, en fait. Parce que autant ce Barnum, enfin voilà, le peu de sérieux qu'il y avait là-dedans a échappé à tout le monde. Le reste n'a été que galvaudage, même sacrilège, hein, j'ai envie de te dire. Mais il n'en reste pas moins que, d'après cette capture d'écran, moi, ça m'incite à penser que le texte de Bugarach fait effectivement partie d'un complexe chronologique et d'un complexe d'horlogerie cosmique, ni plus ni moins. Sinon, voilà, il n'y aurait pas de 2922 km entre Stonehenge, Saint-Jacques-de-Compostelle et le Bugarach, sachant que c'est la valeur, c'est le nombre de jours qu'il y a en 8 ans. Et que 8 ans, c'est le cycle de Vénus. Et que Vénus, je te l'ai dit, c'est l'archétype de Sainte Marie-Madeleine, et que l'enseignement, l'héritage de Sainte Marie-Madeleine est ici dans les Pyrénées, plus que n'importe où ailleurs. Je prends un peu de risque en disant ça, mais je commence à avoir les moyens de pouvoir l'affirmer. Et aussi pourquoi je me permets de commencer à parler du Graal pyrénéen, sachant que le Graal, archétypiquement, renvoie à la polarité yin de l'existence.
le triangle pointe en bas, donc le sexe féminin, mais aussi le calice, hein, la fonction de réceptivité, de disponibilité, qui est la fonction d'un méditant par rapport aux forces supérieures, qui a besoin que tu sois disponible pour se manifester à toi. Donc, le Graal, voilà ce que ça veut dire. Mais j'ai dit, mais le Graal, donc, est associé évidemment à Sainte Marie-Madeleine en tant que porteuse enfin, porteuse du sang. C'est le Graal, le calice, dans la tradition chrétienne, qui a servi à recueillir le sang du Christ sur sa croix. Mais le sang du Christ, c'est quoi? C'est sa généalogie, c'est sa génération, c'est sa génétique. Donc c'est Madeleine qui l'a porté, puisqu'ils ont eu des enfants. Et que ces enfants ont vécu et se sont enracinés en Gaule, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique, partout en fait, partout. Le sang Graal, cette fameuse mythologie de la descendance cachée, de la lignée cachée de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine, non seulement elle n'est pas cachée, mais elle compte des millions de personnes qui s'ignorent plus ou moins en tant que telles. Mais j'ai envie de te dire que voilà, quelque part, les élus de l'Apocalypse, ce sont ces gens-là, quoi. Bon, ça, c'est un aspect connexe de la question, hein, le sang Graal, c'est quoi, c'est qui, pourquoi, comment, j'ai un petit peu parlé, mais c'est un sujet en soi. Mais ce sujet fait partie de la géographie sacrée qui se trouve sur la carte, puisque voilà, enfin, pourquoi je te parle de Madeleine? Parce que son archétype est Vénus, Inanna Ishtar, et que le cycle de Vénus, effectivement, aboutit à ce résultat de 2922 jours en 8 ans, et que c'est évidemment en rapport avec le fait, et en rapport direct avec elle, en tant que personnage vivant, en tant que déesse, pour ça qu'il y a 2922 kilomètres entre Stonehenge, Bugarach et Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà pour moi où se trouve, en quoi se situe l'héritage de Marie-Madeleine, mais un héritage cette fois intellectuel pur, gnostique, opératif, ésotérique. Là, on y est. Hein. Ça, c'est de l'ésotérisme appliqué et manifeste, j'ai envie de te dire. Parce que l'ésotérisme, par définition, c'est caché. C'est ce qui entre à l'intérieur, l'ésotérisme. C'est le domaine de l'intériorité pure et de ce qui se passe une fois que l'influence spirituelle a été reçue. Ce qui est là la définition de l'initiation. Hein. C'est la réception d'une influence spirituelle qui va tout changer à l'intérieur avant de tout transformer à l'extérieur. Mais voilà, mais il se trouve que là, sur la carte, sur le territoire, se manifeste de manière empirique, vérifiable, grâce aux outils techniques de la matrice de Google Earth, je veux dire, des résultats qui échappent à tout le monde, qui dépassent tout le monde, en fait. Parce que c'est le nombre de jours sur 8 ans. Je veux dire, à l'époque de Stonehenge, personne ne le savait. Eh ben, si, les concepteurs de Stonehenge le savaient. Et les concepteurs et les architectes de Saint-Jacques-de-Compostelle le savaient aussi. Et ça sous-entend qu'il y avait des concepteurs à l'origine du Bugarach qui, en tant que montagne, a donc été effectivement posé à cet endroit-là et pas nulle part ailleurs pour pouvoir donner, en l'occurrence, 2922 kilomètres avec Stonehenge et avec Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce n'est pas possible autrement. Mais ce qui me fait dire aussi, à l'exemple, justement, on parle de 2012, là on parlait de 2012 il y a 2 minutes, avec la fameuse date du 21 décembre 2012. Il y a beaucoup de gens à l'époque qui disaient, tiens, il y a rien eu. Et moi, j'entendais des autres sons de cloche en disant, en fait, si, ça vient de commencer, en fait, on s'en rend pas compte. On est dans un déclin, il y a une fin d'un monde qui est en train de se préparer, et c'est pas celle du 21 décembre 2012, mais là, on est en plein dedans. Et effectivement, quand tu me parles du chiffre 8, ou si je le dis à la belge, 8, c'est 8 ans après, effectivement, ben, on le connaît hein, mondialement, en 2020, 2012, 2020, ça fait 8 ans. Et là, on a connu vraiment une fin d'un monde, en tout cas. Mm. D'ailleurs, j'avais même perdu foi en l'humanité, mais ça, je vais pas rentrer dans, dans les détails. Et, petite parenthèse, et là, en fait, en calculant, je vous mettrai de toute façon le résultat. En calculant, on a fait une petite pause avec Alexandre et on a calculé, en fait, pour se marrer, combien de jours il y avait entre le 21 décembre 2012 et la date en tout cas pour rester en France, parce qu'on est bien d'accord, 21 décembre 2012, c'était donc une date qui se passait en France, enfin qui était, disons, symbolisée en France avec le Bugarach notamment. Et pour rester en France, le confinement a commencé chez vous le 19 mars. Nous, c'était à peu près le 13, je crois, le 13 mars. Hein. Bon, 13, on sait ce que Ouais. c'est. Mais le 19 mars,
carte du soleil dans le tarot, hein, s'il en est. Et il y a, donc je vais vous le dire parce que j'ai plus voilà, le chiffre. Donc il y a 2645 jours entre donc le 21 décembre 2012 et le 19 mars 2020. Vous allez me dire à quoi ça correspond. Ben, on a fait le calcul en numérologie. 2645, vous prenez, je vais faire les chiffres et les lettres. 2 et 6, ça fait 8. 4 et 5, ça fait 9. 8 et 9, ça fait 17. Et si on réduit encore, ça fait 8. Voilà, ça fait 17. Donc, on le réduit à 8. Et on retombe sur ce fameux chiffre 8. Donc, bref, si vous rebondir là-dessus, éventuellement. Il y a le chiffre 8, qui est le nombre d'années dans lesquelles tu as 2922 jours, et, comme sur l'illustration que nous avons montrée, et qui est un cycle de Vénus, en fait. Et le chiffre, alors le 17 dans le tarot, c'est l'arcane de l'étoile qui correspond à Marie-Madeleine. Et le chiffre 8 dans la tradition gnostique templière, est associé à Notre-Dame, Marie-Madeleine, Vénus. Les chapelles templières, les octogones, tous les bâtiments à 8 côtés de l'architecture templière typique font référence à Vénus, Notre-Dame et Marie-Madeleine, qui a été son incarnation la plus récente. Ce qui laisse penser évidemment que si on a une telle périodicité entre le 21 décembre 2012 et le 19 mars 2020, c'est que c'est elle qui était aux commandes, puisqu'elle a laissé sa signature numérique dans la durée même qui sépare ces deux événements. Incroyable, mais vraiment passionnant. C'est ce qu'on vous disait, hein, chers auditeurs, c'est infini. Et d'ailleurs, on vous souhaite aussi, après cette émission, pourquoi pas, de vous intéresser à tout ça. En tout cas, parmi vous, peut-être des personnes qui le font déjà secrètement et intimement, on va dire. On n'a pas toujours envie d'étaler son savoir ou ses recherches, de peur d'être critiqué. Et en tout cas, mais vraiment, faites ça si ça vous passionne, parce que vraiment, et peut-être pourquoi pas, hein, partagez vos informations avec Alexandre. Et je sais pas si ça se passe d'ailleurs comme ça sur tes lives. Est-ce qu'il y a des gens qui Oui. viennent de temps en temps apporter, oui, je suppose, des... Ah, mais rien que la dernière fois, quelqu'un m'a fourni la numérologie de l'expression le coq, donc Ah oui, le coq, l'animal. Tu aboutis en réduction numérique à 216. Et 216, tu ajoutes un zéro, ça fait 2160. Et c'est la durée d'une ère zodiacale. 2160 ans. C'est que les ères astrologiques, donc l'ère des poissons, l'ère du Verseau, ça dure 2000 ans environ, mais symboliquement et traditionnellement, vu que ça fait partie de la grande année platonicienne, 25 920 ans, qui est le tour complet que fait la Terre de toutes les constellations du zodiaque. Donc 25 920 divisé par 12, 2160. incroyable. Ok. Donc tout est lié. Et j'ai aussi une illustration, puisque qui explique pourquoi je me permets, parce que j'essaie de faire gaffe à ce que je dis quand même, mais qui me permet de parler de Graal pyrénéen, et qu'effectivement, bon, comme je te l'ai dit, le Graal, l'utérus, le calice féminin, la réceptivité, la réception de l'Esprit Saint. Mais c'est aussi du coup figuré comme une coupe, c'est-à-dire une coupe avec un triangle pointe en bas et un triangle, enfin un triangle, oui, pointe en bas comme ça, le triangle pointe en haut, placé en vis-à-vis pour former une coupe, on va dire. Eh bien, j'ai un résultat semblable sur la carte qui est ordonné, centré évidemment sur le pec de Bulgarac. Et si tu traces un triangle, mais à quatre points, avec l'église, en l'occurrence de l'Aurac, Saint-Laurent de l'Aurac, la basilique de Carcassonne, la cité de Carcassonne, la basilique des Saint-Cels-Saint-Nazaire, puis un troisième point encore un peu plus vers l'est à Lézignan, l'église Saint-Félix de Lézignan, et tu tires plein sud sur le PEC pour fermer ton triangle. Cette forme-là a un périmètre de 164 km. Et tu fais pareil au sud, tu pars du PEC de Bugarache et tu pars ensuite sur le pic Carlite, puis sur le Canigou, et tu finis à l'est sur le Néoulous, et tu remontes pour fermer la forme sur le Bugarache. Et cette fois, tu as un périmètre de 196 km, 196, pardon. Et que donne 164 plus 196? Ça donne 360. Et 360, c'est le nombre des degrés du cercle, c'est la base de la division chronologique dans la vie et dans la nature. Donc, un diagramme qui a une forme de Graal, en fait, hein, de coupe, ordonné sur le Bugarache et qui mesure au mètre près 360 km, pour moi, ça aussi, ça valide effectivement la dimension d'horloge cosmique du Bugarache
et le merdier du 21 décembre 2012, où toute cette propagande, cet intox stupide ne servait qu'à dissimuler la petite part de vérité qui suffit à expliquer tout le reste, comme nous sommes en train de le faire du reste. Et ma foi, bah voilà, la géographie, c'est aussi inscrit dans la géographie sacrée du territoire, puisque le Pec de Bugarache est au centre d'un dispositif géométrique de 360 km. C'est ça. Et je pense qu'il y a aussi des volontés à effacer parfois peut-être le... Bon, alors ça c'est un autre débat, hein, on va pas en parler aujourd'hui, mais à effacer certaines, de toute façon, certaines informations, certains, peut-être même pourquoi pas certains bâtiments, certains lieux peut-être aussi. Ah, mais Euh, c'est certain, ouais. C'est certain, voilà. la destruction d'indices. Et puis même, comme je disais tout à Google l'heure, Earth aussi, hein, efface de temps en temps, de temps en temps, il modifie la carte comme ça gratuitement, tu sais. Photoshop, hop. Enfin ouais, bref. il y a des différences entre la carte Michelin et la carte IGN. Il y a des noms qui disparaissent, d'autres qui sont pas. Il y a des mensonges sur les chiffres. Enfin, officiellement, les instituts d'État en France donnent 1231 mètres comme altitude du Bugarache. C'est faux. Il fait 1231 mètres. Donc, je ne sais pas quel est l'intérêt pour eux de mentir et d'enlever un malheureux mètre sur l'altitude de la montagne, mais ce n'est pas pour rien qu'ils font ça. Parce que c'est faux, ils le savent et ils mentent. Et à 1 mètre, c'est ridicule, comme tu dis, oui. Un mètre, c'est ridicule, mais ça a forcément un sens numérologique, symbolique, et simplement technique, qui est simplement technique, hein, qui est de recourir à l'argument de force et d'autorité pour garder ton pouvoir, et en imposant un mensonge, aussi bénin soit-il, hein, une mesure en milliers de mètres, il en manque un, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ben, on en a à foutre que si tu mens en connaissance de cause, ça veut dire que tu as un mensonge à défendre, par ailleurs. Et que si tu es capable de mentir sur un détail pareil, tu es capable de mentir sur des choses un peu plus importantes, en fait. Et c'est ça qui se passe. Donc pourquoi est-ce qu'ils mentent sur l'altitude du Pec de Bugarache? Parce que c'est un enjeu de pouvoir. Encore une fois, en tant que sanctuaire et en tant que dépôt d'une tradition extrêmement ancienne et lointaine, c'est un enjeu géostratégique sur lequel se sont acharnés tous les rois de France, les papes, Louis XIV, Philippe le Bel, en vain, en vain. Mais voilà, comme tu dis, donc dégradation d'indices, mensonges sur l'histoire et les caractéristiques des lieux, sacrilège de la part des institutions, comme quand le maire de Rennes-le-Château se permet d'abattre le cèdre magnifique qu'il y avait dans le jardin de Saunière, au prétexte faux et stupide que les racines de l'arbre sont en train de faire péter les carreaux de l'église. C'est faux, puisque le cèdre a des racines plongeantes. Donc voilà le genre de mensonge et de stupidité auquel il recourt pour détruire les lieux, en fait. Et tout est comme ça, en fait. Donc voilà, mais encore une fois, ces choses-là sont permises et tolérées par qui tu sais, tant que ça respecte certaines Bien limites. sûr. Mais il est clair, il est manifeste que la force, la force satanique, on va dire, sur Terre, enfin, voilà, tous ces profanes qui ne savent pas ce qu'ils font ni pourquoi, ils sont mus, quant à eux, par une force, mais je te dis, sacrilège, qui ne veut pas entendre parler de tout ça, qui fait tout pour couper le public de ces influences bénéfiques. Euh, Ce qui me fait quand et même plaisir de dire que, enfin, ce qui me fait plaisir quand même de constater quelque part que peut-être qu'ils avaient prévu justement cet éveil, qu'ils avaient prévu qu'il y avait des gens comme toi qui allaient faire des oui, oui, recherches. oui. Bah, bien sûr, Et bien sûr. donc, parce que pourquoi cacher quelque chose qui est en apparence, ça ne ressemble à rien. Je veux dire, si enfin, je veux dire, quand on dit que ça ressemble à rien, si on n'a pas de carte, si on n'a pas de Google Earth, si on n'a pas voilà, des outils corrects, etc., ou si on ne peut pas prendre justement une certaine hauteur pour observer tout ça, parce qu'on est bien d'accord, jusqu'à preuve du contraire, on ne vole pas encore sans véhicule, donc on est au sol, donc nous, on observe le décor dans notre dimension, justement. Et donc, on ne peut pas observer tout ça. Donc, quelque part, qu'est-ce qu'ils avaient, pourquoi est-ce qu'ils ont dû cacher? C'est parce que sans doute que ils avaient peut-être pensé justement à ce qu'on ait justement finalement un jour ben, Cette capacité, en fait, cette hein, capacité. Voilà, merci. à, À- à voir les choses par nous-mêmes, comme elles sont, et à se forcer nous-mêmes de leur donner un sens. C'est encore une fois un enjeu de souveraineté, en fait. ouais, 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 ouais. Ou alors, enfin bref, ou alors ils s'en amusent. En fait, ils nous donnent des outils quelque part. Ils disent voilà, bah, Google Earth finalement.
étant là, quelque part, hein. Google Earth, la première fonction, c'est quoi? C'est finalement, ça sert à qui? Mais c'est pour de la recherche, c'est pour de la découverte, c'est pour visiter la Terre, c'est pour aller partout dans le monde depuis chez toi, et puis éventuellement constater des concordances ou de coïncidences numériques, géographiques de dingue, temporelles également. Oui, peut-être que les ingénieurs de la NASA, de l'US Navy, ils le savent déjà ou pas, et on s'en fout en fait. On s'en fout, comme tu dis. Ça n'appartient à personne. C'est là, et depuis longtemps en fait. Donc ça n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde. Donc Oh oui, c'est à nous, ça fait partie du patrimoine mondial de l'humanité, et qui nous a été légué encore une fois par des forces supérieures à nous. Hermès, c'était un dieu, Hercule, c'était un demi-dieu. Donc à un moment, on va prendre les choses un peu au sérieux et se rendre compte que oui, quelque part, cadeau des dieux, d'accord, mais un cadeau, faut le recevoir, faut l'accepter. oui, Puis oui, tout à fait, c'est ça. Il faut, voilà. Ça se mérite, quelque part. Ça se mérite. Avec un certain travail spirituel, on va dire ça comme ça. je sais pas, mais au moins cette disposition d'esprit qui est que waouh, quand même quoi, quand même. Enfin, c'est beau, c'est fort et c'est nécessairement bénéfique en fait. Je vois pas quelle entourloupe, quelle ruse du diable ou quel piège il pourrait y avoir derrière la géographie sacrée des Pyrénées, de la France et du monde. Je ne vois pas. Et le fait qu'effectivement les francs-maçons mondialistes de l'époque du 18e, quand ils s'installent aux États-Unis et qu'ils bâtissent Washington, eh bien, ils ont les connaissances techniques pour se brancher géographiquement sur des grands sites sacrés et ainsi canaliser leur influence à leur propre profit, parce que ce n'est que de ça qu'il s'agit, hein, de leur part. Eh bien, ils sont légitimes à le faire. Ils en ont besoin pour que leur pouvoir continue d'exister pendant 2 ou 3 siècles et que ça donne le pouvoir mondialiste américain tel que nous l'avons connu. Mais pourquoi? Pas parce que Satan va gagner et qu'il fait ce qu'il veut, hein, mais parce que c'était prévu par les forces du ciel. C'est ça, oui, oui. Je pense que rien n'est du hasard. De toute façon, c'est ce on en parlait là tout de suite. C'est qu'effectivement, rien n'est du hasard. Et je pense que tout ça arrive à un point nommé. Oui, Et il faut c'est prendre, je certain. pense, il faut justement prendre ce train, en fait, en marche. Il faut prendre on a de la chance de vivre une époque pareille, en fait. Moi, je trouve Ouais. on a vraiment une chance. Ah, mais ça, c'est clair. C'est clair. Tiens, j'ai encore un exemple pour le coup de coordination spatio-temporelle, mais qui recourt lui également à cette mesure de 36, 360, 3600, 36 000, et qui est cette fois une figure à 4 points, donc un losange irrégulier, bon, on appelle ça un rhombe ou un rhomboïde, entre l'abbaye de Noirlac, donc là on est au centre de la France, à côté de Châteauroux, une très belle abbaye cistercienne donc à Noirlac. Tu peux la relier ensuite alors, au Puy-en-Velay, où il y a la fameuse cathédrale Notre-Dame du Puy. Mais le point n'est pas sur la cathédrale, il est un tout petit peu à l'écart sur le monastère Sainte-Claire. Tu descends au sud sur la cathédrale Saint-Just de Narbonne. Et tu remontes au nord, du coup, tu reviens au centre de la France pour un quatrième point qui est à Rocamadour, tout simplement, le sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour. Et tu boucles ton losange en remontant à Noirlac. Eh bien, on a une surface de 36 000 km². 36 000 km². Le losange est quasiment parfait, je veux dire, géométriquement. Donc il y a donc ces sites-là, voilà, ont été placés et coordonnés les uns avec les autres de manière à exprimer la marche du temps, la marche cyclique, l'avancée chronologique jusqu'à notre époque, où 2000 ans d'histoire vont être accomplis et résorbés, ni plus ni moins. Et c'est là qu'on se Et dit quand même que, voilà, nous, ici, on parle de technologie, voilà, Google Earth, top, on trace, on sait directement combien il y a de kilomètres, ou si on est cartographe, on peut calculer ça aussi, bon, avec une échelle, etc. Mais à l'époque, c'est pas une question, hein. mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. À, à l'époque, c'est juste putain de pas possible. Même il y a 50 ans, ah non, même il y a 100 ans, allez, on va dire ça comme ça. Enfin, si tu veux, on est quand même dans un domaine où beaucoup d'intervenants en propos de géographie sacrée en sont encore à se demander comment il est possible que le mètre et le kilomètre sortent sur sur des résultats avec des bâtiments qui ont 2000 ans et beaucoup plus. Ils en sont encore à se demander, mais est-ce que c'est un hasard? Bah non, ils connaissaient le mètre en fait. Oui, Je parce que vois c'est ça, pas. le maître Je vois, soi-disant n'existait pas, hein, selon les historiens, ou mais je sais pas. en fait si. Mais oui, mais en fait si.
Les résultats que j'ai, qui incluent des montagnes qui ont été faites bien avant que voilà, la société humaine commence, bah, elles sont triangulaires en kilomètres, en fait. Donc, c'est tout. Point final. Fin du débat. Fin du débat. Bah oui, c'est ça exactement. Il y a plus rien à rajouter, quoi. Non, voilà. Voilà. Et donc, on va continuer, si tu veux bien, Oui, Alexandre. avec cette série de trois, parce que c'est quand même les résultats, parmi les résultats les plus impressionnants que j'ai eus. Ouais, ouais. Je vais. Alors, attends. Est-ce que j'avais. Voilà, il y en a deux différents qui sont vraiment magnifiques tous les deux. Et voilà, qui relient les Pyrénées, cette fois à l'Égypte. Et qui montre que les Pyrénées sont reliées, coordonnées de manière géographique, physique, mais aussi numérique, évidemment, et donc forcément énergétique, subtile. Euh, L'Égypte et les Pyrénées, quoi. Et c'est le fait que il y a une montagne dans les Pyrénées catalanes, au côté espagnol de la frontière, qui s'appelle le pic de la Fossa del Gigant, et qui veut dire le tombeau du géant, en fait. Hein. La fossa, la Fossa del Gigant, c'est le tombeau du géant. Et cette montagne est à 3333 kilomètres de la vallée des rois de Luxor. Donc 3333 kilomètres pile entre une montagne des Pyrénées qui s'appelle le Tombeau du Géant et la vallée des rois de Luxor en Égypte. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, mais pour moi, il y a énormément de choses à déduire de ce résultat, ainsi que du résultat suivant, qui est encore plus impressionnant, qui est sans doute un des plus beaux que j'ai trouvé jusqu'alors, qui est que le pic d'Aneto, cette fois, donc le point culminant des Pyrénées, le sommet des Pyrénées à 3404 mètres, se situe, lui, à 3 333 333 yards de Khéops, la grande pyramide de Khéops. Donc, si tu veux, on a un chiffre qui s'exprime en millions, donc avec 7 qui contient 7 chiffres qui sont 7, 3 333 333, entre le point culminant des Pyrénées et la pyramide de Khéops, dont on connaît déjà par ailleurs, grâce à la révélation des pyramides entre autres, mais dont on connaît par ailleurs le rôle, lui aussi, d'horloge cosmique par rapport à la fin du cycle. Donc 3 333 333 yards entre une montagne des Pyrénées et la pyramide de Khéops. Donc évidemment, c'est pas pour rien. Et de deux, ben voilà, je veux dire, je n'ai pas plus de recul que ça pour l'instant, mais c'est là-dessus que je me base en tout cas, pour me permettre de parler de la révélation des Pyrénées et du Graal pyrénéen. Parce que manifestement, cette montagne, elle fait partie de l'héritage scientifique, ésotérique, technique des anciens Égyptiens. Elle fait partie de, oui, c'est là aussi qu'il y a l'héritage technique, scientifique, symbolique, ésotérique, intellectuel, ce que tu veux, de l'Atlantide, véhiculé par les personnages et les dieux de nos mythes et légendes, Hermès, Mercure, Lugh, et ainsi de suite. Et tout cela, pourquoi? Bah, pour quand? Pour notre époque déjà. Pourquoi? Pour nous donner les moyens de comprendre ce qui s'est passé jusqu'alors. Et une fois que tu as compris plus ou moins, que tu as commencé à essayer de comprendre ce qui s'était passé jusqu'alors, ben, tu as les moyens dès lors de t'en sortir en fait et d'entrer dans un avenir un peu plus serein et un peu plus sain, un avenir un peu plus potable que celui que les agendas mondialistes ont prétendu nous imposer en fait. Voilà, pour l'instant, je peux pas dire mieux. Et c'est là tout le travail, Alexandre. Je suppose que, bon, il y en a qui vont dire peut-être dans le chat ou n'importe, les chiffres, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, là, encore une fois, c'est pas une question, c'est le fait de pouvoir justement décoder, faire des analogies avec tel ou tel Voilà, événement historique, voilà, voilà. géographique, etc., et de pouvoir reconstituer justement ce grand puzzle, et de pouvoir y apporter, en tout cas, bah, comme tu dis, des réponses et non pas des questions, comme tu le disais au début, Et parce que, oui, voilà. et oui, parce que des résultats de géographie sacrée avec des 666 partout. Donc là aussi, tu as une alternative. Tu dis, ah, c'est les chiffres de la bête, c'est mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Satan qui a fait le territoire, qui a construit les pays, qui a bâti la France, et puis il a foutu des 666 partout.
pour te faire peur et mettre, tu sais, c'est la marque de la bête. Non, c'est stupide, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le nombre 666, en soi, n'a rien de maléfique, en fait. C'est le nombre de l'homme, comme dirait la Bible. Bah, c'est le nombre de l'homme, mais c'est surtout le nombre dont l'homme a peur, en fait. Pourquoi? De quoi tu as peur avec le 666? C'est quoi le problème? D'où ça devrait faire peur? C'est le chiffre de la bête, mais c'est quoi la bête? Là, on va passer très vite de la religion à la tradition. Donc en religion, la bête, mon Dieu, c'est le mal, au secours, va des rétros. Ok, d'accord, super. En tradition, la bête, c'est quoi? Bah, la bête, c'est l'animal. L'animal, ce sont les forces instinctives. Les forces instinctives et l'animalité, c'est la nature dans l'homme, c'est l'animal dans l'homme, c'est la part animale de l'humanité. Mais c'est ça qui fait peur à l'homme, ni plus ni moins. Tout le travail ésotérique, tout le travail des connaissances de soi, n'importe quelle thérapie New Age n'a que pour seul et unique but de te permettre d'intégrer ta part animale pour devenir un humain accompli, qui n'est plus influencé ou manipulé par ses instincts, ses besoins, ses inassouvis, et ses besoins animaux, ses envies animales qui n'ont pas été reconnus, qui ont été brimés, châtiés, refoulés, tout ce que tu veux, et qui font de toi un humain, mais un sous-humain en fait. Un humain qui n'est pas rationnel, qui est dominé par son émotionnel, un émotionnel lui-même d'origine évidemment sensitive, animale, pure. C'est ça la bête. C'est ça la bête. Dans la tradition, c'est ce qu'on appelle le tellurique. Ce sont les ténèbres intérieures. C'est ce qu'on appelle les ténèbres inférieures. Pourquoi? Parce que c'est sombre. Mais pourquoi c'est sombre et obscur? Parce que tu n'en es pas conscient, parce que tu l'as refoulé, parce que tu ne veux pas le voir. Et parce que tu as tellement eu mal quand tu as voulu répondre à ses envies ou à ses besoins, tu as tellement été châtié ou réprimé ou humilié que tu ne veux plus en entendre parler. Et pourtant, c'est toujours là en toi. Et ça macère, et ça bouillonne, et ça ne demande qu'à s'exprimer. Sauf que tant que ça ne s'exprime pas de manière rationnelle, verbale, consciente, et bien en fait, ça sort de manière irrationnelle, émotionnelle, dans le débordement, dans le pathos, et dans le choc et dans le mal, pour le coup, pour toi, pour ton entourage. Parce que ces forces-là qui sont en toi et que tu n'as pas voulu connaître et reconnaître, eh ben, elles se feront connaître et elles se feront reconnaître que tu le veuilles ou pas. Voilà, c'est quoi la bête? Et 666, bah ouais, moi, ça ne m'étonne pas qu'ils sortent à ce point en géographie sacrée, puisque c'est l'obscurité, c'est l'animalité, c'est la part intérieure de l'homme qui fait peur à l'homme, c'est-à-dire aussi la part féminine de l'homme. C'est quand même, ça me paraît quand même assez évident. L'Apocalypse, c'est le retour de l'esprit, mais l'esprit, c'est quoi? C'est qui? Encore une fois, l'Esprit Saint, la Sheknar, la Shakti chez les hindous, la Shekinar c'est chez les Hébreux, mais c'est Notre-Dame. Donc, c'est pas quelqu'un en physique comme Vénus, et je te dis tout à l'heure, mais c'est sa force à elle, son intelligence à elle, son énergie à elle, son intention pour l'humanité. Elle focus sur nous, elle émet sur nous, elle dégage, elle émane son intention d'amour, de tout ce que tu veux pour ses créatures, en fait. Et c'est ça qu'on appelle l'Esprit Saint. Ni plus ni moins. C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est elle le maître d'œuvre, la maîtresse d'œuvre. Hermès, Hercule, mais s'il doit y avoir une maîtresse, une maîtrise d'ouvrage en particulier derrière ces résultats de géographie sacrée, c'est elle, c'est Notre-Dame, reine du ciel et notre mère à tous. J'ai des résultats fabuleux que je vais te montrer d'ailleurs, parce que nous y venons, et ça pour moi c'est vraiment essentiel. Euh, des résultats avec Notre-Dame de Lourdes, avec Notre-Dame de Fatima, avec Notre-Dame de Pontmain, apparition mariale en 1871, avec Notre-Dame de la Salette, les apparitions mariales de 1846, et ainsi de suite. Donc, je vais te les montrer. Parce que pour moi, je suis désolé, mais qui c'est qui est aux commandes? Qui a pu faire ça? À part elle. Ça me paraît, là aussi, c'est simple en fait, hein. Donc voilà, ça va revenir le 666, mais ça n'a rien de maléfique en fait. Par contre, ça a été maléficié. Ça a été rendu maléfique. Donc ce n'est pas diabolique, mais ça a été diabolisé. Récupérer, on Par- pourrait dire? Oui, bah récupérer parce que le satanisme est là et nulle part ailleurs. La seule puissance, la seule force sur laquelle ce pouvoir satanique odieux qui règne sur Terre peut continuer à maintenir son emprise, mais c'est parce qu'il parasite et il vampirise, et vampirise effectivement une force inépuisable, C'est ça. mais à laquelle ils ne se rendent pas compte que on les laisse puiser. Et quand je dis on, c'est là où ça se passe, quoi. Encore une fois, Satan est le singe de Dieu, mais Dieu ne le laisse faire que dans la mesure où le mal que Satan fait contribuera à un bien largement supérieur.
Hein, le mal ne sert qu'à un bien supérieur. C'est un mal pour un bien. Ça, ça c'est indépassable, mais c'est ce qui se passe aussi à l'échelle du monde. Et tout le mal qui a été commis et qui continue à être commis de nos jours, hein, dans tous les cercles de pouvoir du monde, la pédocriminalité, ces horreurs, la chimie, la médecine, c'est abject, mais ce n'est pas voulu par le ciel. Certainement pas. En revanche, c'était prévu, et c'est permis parce que ça contribue à autre chose de bien supérieur. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que si on se connecte à ça, c'est ok. Alors Ben, alors on peut comprendre, effectivement. bon, Lourdes, alors par exemple, la basilique Notre-Dame de Lourdes est triangulée, donc avec le Pec de Bugarach, évidemment, et une toute petite église Sant-Antoni de Tossal en Catalogne, avec un périmètre de 444 km. Notre-Dame de Lourdes est également à 303 033 yards de l'ermitage Sainte-Hélène de Rhodes. Donc c'est en Catalogne, c'est pas loin de Cadaqués, Rosas, Figueras. C'est un sanctuaire marial fondé par Marie-Madeleine en personne d'ailleurs, hein, en toute vraisemblance. Sainte-Hélène de Rhodes. Et on a 303 033 yards de la basilique de Lourdes. La basilique de Lourdes est triangulée également avec la basilique de La Salette, Notre-Dame de La Salette. Donc là, on est sur des sites récents, en fait, hein, parce que La Salette, c'est 1846, Lourdes, c'est 1858, et les basiliques ont été construites après. Donc c'était déjà prévu dans le plan, en fait, parce que la basilique Notre-Dame de Lourdes, tu la triangules avec Notre-Dame de la Salette et avec la petite église Sainte-Foy de Majorque, Santa Fe de Mallorca, donc Majorque, les Baléares, hein, au large de la Catalogne. Eh bien, ce triangle fait 1 777 000 yards de périmètre. Donc, c'était prévu. Et enfin, voilà, on aura l'image. Là, je te dis parce qu'on n'a pas l'image ensemble à l'écran, mais le point sur la Salette n'est pas sur la basilique elle-même, mais à 200 ou 500 mètres sur une petite chapelle Notre-Dame de l'Assomption, qui n'a pas été foutue là par hasard, parce que si elle n'était pas là, on ne pourrait pas avoir un triangle de 1 777 000 yards de périmètre. Donc voilà. Voilà, alors Lourdes est aussi triangulé avec Moscou. Je suis content d'avoir vu ça. Parce que quand je te dis que ça ne concerne pas que la France, c'est évident. Hein, je vais surtout pas sombrer dans une espèce de chauvinisme à deux balles, genre c'est la France, le pays élu de la fin du siècle. Non, ta gueule, dégage, on a rien à foutre de tes conneries. C'est pour tout le monde en fait. Ça vaut aussi pour Moscou, puisque la cathédrale Saint-Basile de Moscou, reliée avec le mont Sinaï et Notre-Dame de Lourdes, a un périmètre de 9 500 km pile poil et une superficie de 4 420 000 km². Bon, voilà, pour moi, voilà, ça suffit à dire ce que ça va dire, quoi. En tout cas, en tout cas, t'as trouvé la clé, ou en tout cas la clé de décodage, j'ai envie de décryptage. Tu l'appliques, enfin, façon de parler, hein, Non, mais tu as compris un principe, on comprend ça, on l'applique, on le démontre, le principe, c'est euh, que et ce qui après, est- comme tu dis, il y a la traduction de ce qu'on en fait. ben, oui, c'est On ça. te donne des Mais cartes oui, de tarot à quelqu'un, tu donnes des cartes de tarot à quelqu'un qui ne les connaît pas. Si t'as pas la clé, si t'as pas la clé de compréhension, alors soit tu fais appel si tu ne sais à ton pas ce, ressenti intérieur, mais à part ça, si tu ne sais globalement, pas tu ce ne que tu, sauras pas interpréter. non, si tu ne sais pas ce que tu cherches, si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu trouveras que dalle en fait. Même si à un moment, évidemment, il faut lâcher prise sur la trouvaille, machin, parce que ça t'appartient pas, mais si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu trouveras que dalle, ça c'est certain. Et il y a pas de clé de lecture ou de compréhension de tout ça. Enfin, je veux dire, enfin, c'est de la philosophie, mais au sens propre, au sens antique du terme. C'est l'émerveillement, encore une fois, d'un gamin genre, qui est là, devant un truc hallucinant et inattendu. Et t'es là, alors. Et waouh, t'es juste. Mais t'es content, enfin, je veux dire, putain, c'est magnifique, c'est trop fort, c'est balèze, mais comment vous avez fait? À quoi ça sert? Vas-y, explique-moi là. C'est quoi le projet? Je veux savoir. Donc là, oui, tu es dans une démarche qui est simple, enfantine, d'enthousiasme, d'apprendre un truc qui va te déchirer la gueule et qui va t'apprendre trop de choses et grâce à quoi ta vie va changer, en fait. C'est de l'émerveillement. Et Platon le disait, s'émerveiller, c'est la base de la philosophie. C'est la base de la philosophie.
Donc la première et dernière clé, elle est là, hein. Le reste, les chiffres, les 666, les 144, ça vient après. Et puis c'est rationnel, je veux dire, là, c'est des calculs, c'est de la recherche, c'est de la... Donc n'importe qui peut le faire, en fait. N'importe qui peut le faire. Oui, c'est ça, il faut se donner du temps et surtout l'ouverture d'esprit aussi, surtout, parce que ça, Mais c'est... non, mais si tu veux, enfin, quand tu vas chercher enfin, rien que sur le triple 6, genre, n'importe quel con est capable de retrouver sur Internet, comme je l'ai fait, que quand tu multiplies 13 par 18 et que tu l'ajoutes à 432, ça fait 666. Là, tu vas me dire, OK, et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bon, on en a à foutre que 13-18, c'est le chapitre et le verset de l'Apocalypse, hein, qui donne, voici la sagesse que celui qui a la compréhension compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, 666. C'est chapitre 13, verset 18. Tu multiplies 13 par 18 et tu ajoutes 432, qui est un chiffre lui aussi à valeur eschatologique. Les fameuses Bah, R. et la fréquence à 432 Hz, effectivement, et ben, tu obtiens 666 en fait. Donc, je vois pas ce qu'il y a de diabolique là-dedans, les mecs. Je... on en revient à l'harmonie, à la structure, la beauté. La géographie, la géométrie, c'est la beauté, le but. C'est la beauté, c'est beauté, vérité, amour. C'est un peu les trois concepts humains, limite ultimes, qui finissent par se confondre, hein. Connaissance, intelligence, justice, vérité, beauté, amour, harmonie. Au bout d'un moment, tout cela finit par se fondre et se confondre. Mais il se trouve que du coup, c'est quoi l'harmonie physique pour nous? Bah, c'est pi et c'est phi, donc pi pour faire des cercles, phi le nombre d'or pour avoir des proportions régulières. Donc tous nos écrans d'ordi sont calculés selon phi. Les cartes de crédit sont conçues selon cette proportion parce que c'est agréable, parce que c'est sain, c'est harmonieux, ça fait envie de base. Donc, eh ben, tu prends les 144 premières décimales après après la virgule, donc de pi, 3, 14, 16, tu prends les 144 chiffres que tu as après que t'as après la virgule, tu les additionnes et tu obtiens 666. Donc, elle est où la bête, là? Qu'est-ce qu'il y a de diabolique, là? Qu'est-ce qu'il y a de maléfique? C'est la clé de l'univers, en fait. 666, c'est une clé de lecture et d'organisation de la vie. Point barre. Voilà. Et enfin, putain, encore une qui est magnifique, mais Allez, vas-y, euh, balance. le tableau de Nicolas Poussin des bergers d'Arcadie. Et l'un des bergers est à genoux et en train de pointer de l'index Exactement, voilà, c'est ce que j'allais dire, oui. l'inscription sur la tombe est in Arcadia ego. Bah, il pointe le R. Il pointe le R de Arcadia. Eh bien, pourquoi? Bah, parce que le R, c'est la 18e lettre de Oui, j'allais l'alphabet. te le dire, voilà, la 18e lettre, voilà. Exact. Ah, bah tu vois, tu t'en doutais, non? Oui, oui. Et Arcadia, en numérologie, enfin, réduction numérique, ça donne 37. Ah, ça, je savais pas. Eh bien, tu multiplies 18 par 37 et ça donne 666. Donc le 666, il est au cœur du mystère de Rennes-le-Château. Il est codé dans les bergers d'Arcadie. Et comme par hasard, il est codé sur le territoire, puisque j'ai wattmile, triangle et formes géométriques qui font 66 en périmètre ou en surface. Voilà. Incroyable. Incroyable. C'est ce que je dis, c'est fractal, hein. Ah ouais, ouais, C'est à complet. l'infini. Complet. Tu recules, Mais En fait, tu changes c'est... d'échelle? Oui, non, mais tu Oui, c'est recules ou ça, tu voilà, augmentes. c'est Tu ça. zoomes, tu dézoomes, tu te Voilà. mets comme ci, comme ça, à l'envers, ou à Tout est l'en-bas, lié. ou en bas, non, tu retomberas sur les mêmes choses. Tout est lié. Tout est Ouais. interlié. C'est incroyable. Ça n'en finit pas. Je veux dire, et il y a des moments, je te dis, ça fait le tournis. Moi. Il y a eu des moments, enfin, Oui. comme tu disais tout à l'heure, effectivement, enfin, le 2645 jours entre 21 décembre 2012 et le confinement français, alors là, chapeau, bravo, ça c'est déjà assez énorme. Mais ces genres de trucs, non, ce genre de truc, tu prends une tarte en fait. Moi, il y a des moments où je suis en train d'affiner ma mesure en positionnant mon curseur au mètre près, après avoir zoomé comme un porc sur Google Earth. L'ordi souffle, il en peut plus, ça bouffe des données à mon pagaille, il est en train de crever, tu vois. Je regarde le compteur des mesures sur l'écran, putain, pas possible. Là, je veux dire, t'arrêtes de respirer en fait. Ouais, c'est ça. T'attends 2 secondes, t'avales ta salive, tu fais ta capture d'écran et c'est fini. Mais je veux dire, mais c'est pas possible en fait. Enfin, comment c'est possible? Voilà, moi perso, j'atteins une limite si tu veux avec ces résultats-là. Parce que le mystère de Rennes-le-Château, effectivement c'est du terrain, c'est de la randonnée pure, c'est de l'éclate dans les montagnes et les forêts. Là,
Ce sont des résultats empiriques, factuels, physiques, vérifiables par n'importe qui, et dont la signification mais, nous dépasse tous. Moi, le premier. Je veux dire. Là, si tu veux, la question de souveraineté et de responsabilité, elle se pose, hein. Oui. Elle se pose, hein. Genre, qu'est-ce que j'en fais de ça? J'en parle, ouais, d'accord, comment j'en parle? Ben, je sais pas, comme ça, voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est à flux tendu, tu vois. Là, voilà. Pour l'instant, et par rapport à tout ce que je viens de te montrer, j'ai pas plus de recul que ça. Voilà. Donc, oui, tu dis que ça fait que entre guillemets un an, mais enfin, que tu t'es mis à La, cette. gé- la géographie sacrée, ouais. Mais sur un an, il y a tellement moyen de. Enfin, comme tu l'as dit, hein, t'as je ne sais combien de captures d'écran et de recherches et tu pourras en faire même 9 volumes entiers, Ah, ah que ce ne ouais, ouais, sera pas encore assez. ouais. Mais donc sur un an, je veux dire, voilà, et c'est vraiment quelque chose qui est, comme tu dis, prenant. Il faut savoir aussi, je crois, aussi prendre de l'écart, hein. Il faut, bah, comme toutes les recherches comme ça, un peu houleuses, ou en tout cas qui ont en tout cas une puissance vraiment. Oui, c'est ça, parce que moi, le risque après, c'est de servir de bouc émissaire, en fait. Oui, c'est ça. Mais Oui, il se prend pour qui ce connard avec ses cartes? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? oui, ou alors Qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Bah, rien, en fait. te faire bouffer par la matière même, en fait. Comme je le disais avec René Château, il y en a beaucoup qui ont, bah, qui ont laissé un peu leur santé aussi, je crois. Oui, 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 oui. Parce que ce sont des sujets puissants. Comme tu dis, je crois que Ouais. il faut avoir cette armure, comme tu le disais avec l'Arche d'Alliance, il faut avoir cette armure pour pouvoir supporter en fait un taux d'information comme ça qui t'arrive en plein de poire. En même temps, ce qui est dingue, enfin, ce qui est paradoxal, c'est fascinant à la fois. Fascinant à la fois. Moi, c'est ce que je disais aux Rantaise, ça te fait lever chaque jour. Enfin, tu te dis, Ah, oui, le oui, but de la vie, en fait, tu l'as trouvé, quoi. Le but de la vie, c'est, entre autres, de savoir, bah, comme la philosophie le dit à chaque fois, hein, dans quelle étagère, donc, ou verge, pour pas faire de oui. jeu de mots. Ou Et courge. oui, c'est ça. Et donc c'est paradoxal, c'est fascinant et à la fois et en même temps, voilà, ouais, faut pas se Et brûler ben, les ailes, quoi. C'est incroyable. t'es plus ou moins amené, d'une manière ou d'une autre, ça te brûler les doigts, les ailes, le bout du nez, ou plus ou moins C'est presque un travail alchimique, toi qui connais bien son l'alchimie affinité. aussi, hein. Alors déjà, évidemment, genre le mystère de Rennes le Château, c'est un mystère au sens fort du terme, c'est un mystère initiatique. D'abord et d'une, et une fois que tu as intégré ça, je veux dire, ouais, effectivement, c'est comme si tu avais mis le doigt dans un engrenage et puis c'est exponentiel, hein. Une fois que j'ai commencé, ça ne fera qu'avancer. Mais et évidemment, dans tout process initiatique, oui, il se passe rien sans prise de risque, mais un risque, ça se mesure. Et encore une fois, avant de commencer, avant d'oser prendre la parole pour ramener ta fraise et sortir ta science, il y a des précautions à prendre. Mais il y a des conditions à réunir qui, ma foi, s'ils ne sont pas réunis, ben ouais, t'exposes à l'indifférence, au mépris ou à l'hostilité pure enfin, voilà, de l'entourage. Et donc voilà, mais ça fait partie du boulot, je veux dire. Et, et quelque part, bon, moi, c'est aussi une clé en tradition, je veux dire, enfin en ésotérisme, mais d'apprendre à distinguer le message du messager. Hein, moi, le premier, hein, j'ai longtemps eu tendance à m'en prendre à des gens parce que j'aimais pas leur message. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, en fait. Les gens, ils disent ce qu'ils ont à dire ou pas, comment, tu t'en fous, c'est leur choix, c'est leur droit, c'est leur responsabilité, c'est leur libre arbitre, c'est sacré, il n'y a rien à dire à ça. En revanche, oui, tu peux dire sur ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Et ça, c'est un précepte gnostique, hein. Tu as ça chez Zoroastre, chez Zarathustra, qui te dit on ne combat pas les menteurs, on combat le mensonge. C'est vrai, oui. Et on n'a pas à s'opposer aux menteurs. La plupart des gens, d'ailleurs, mentent en toute bonne foi. Donc, si tu commences à leur dire, ouais, mais c'est faux ce que tu dis, ben non, c'est vrai, je le pense, je le crois, il sait pas qu'il se trompe, admettons-le, ça arrive souvent, et de bonne foi, il te ment en croyant dire la vérité. Toi, tu es là, merde, je fais comment? Je fais comment? Donc, bah, il faut tailler sur le message, sur ce qui a été dit, et puis, en toute bonne foi, essayer de rectifier ou d'arriver à la vérité par rapport à ce qui a été dit, mais surtout pas par rapport à celui qui l'a dit. Absolument. Dans Il toute faut, information, qu'elle soit fausse ou vraie, il y a de toute façon toujours une part de vérité. Et le messager, voilà, il faut foutre la paix au messager. On ne combat pas des menteurs, on combat des mensonges. Joliment Voilà. dit.
Bravo. Bah, Ouais. c'est pas moi, c'est Zoroastre. D'accord. C'est ça qui te permet de. Bah, non, non, pour revenir à ce que tu disais, c'est ça qui te permet d'avancer dans ce mystère sans te cramer la gueule, en fait. Exactement. Magnifique, Alexandre. Et Merci, Alexis. bah, écoute, franchement, superbe exposé. Encore une fois, ici, bah, on l'a bien compris, comme tu dis, informel. On peut pas tout non plus déballer. Et puis, de toute façon, On euh, a déballé l'essentiel déjà, là. on a déballé l'essentiel. On a donné voilà, une clé de compréhension, hein. Encore une fois, c'est ce que je disais. Je pense que si vous êtes passionné, chers auditeurs, à pourquoi pas faire votre propre recherche et puis surtout à suivre eh bien, le travail d'Alexandre sur sa chaîne. Et en tout cas, il fait des lives voilà, de manière régulière. Et donc voilà, vous pouvez suivre ses recherches en toute transparence. Et ça, j'approuve aussi, bravo, parce que c'est vrai que souvent, eh bien, un chercheur va garder un maximum d'informations pour ne pas se les faire soi-disant piquer, etc. Et or, ici, je crois que, comme tu dis, c'est universel, ça appartient à personne. Mais c'est pour tout le monde, nom de Dieu. Mais oui, mais si tout le monde pouvait comprendre ça, mon cher Alexandre, si tout le monde pouvait comprendre Mais ça. tout le monde comprendra quand il aura envie de comprendre, mais c'est pas une raison pour garder ces infos. Il faut que ça sorte, en fait. Il faut que ça sorte. Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est la levée du voile. Donc, à un moment, On est en plein tu, dedans, oui. tu trouves un truc super, bah ouais, tu fais tourner, en fait. Alors, après, chacun en fait ce qu'il veut. Ça m'appartient pas, hein. Ça n'appartient à personne, mais parce que ça appartient à tout le monde. Et c'est-à-dire que c'est à chacun bah, de se l'approprier, d'y mettre le sens qu'il a envie. Et d'en tirer ses propres conclusions. Genre, voilà, c'est tout. Chacun. On a sa propre vérité, dit-on, mais il y a quand même une vérité quand même universelle Ah, mais la vérité est une. qu'il faut tenir compte. Et je pense que voilà, un jour, La, vé- j'espère. la vérité est une, mais chacun a sa propre manière d'arriver à la vérité, de la comprendre et de la restituer et de la formuler. Mais tout le monde ne fait que tenter de décrire la même et unique vérité. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Ouais, en fait, c'est ça. C'est comme une montagne, si tu veux, hein. Au bas de la montagne, quand tu commences à monter, bah, c'est super large, super vaste. Tu as plein de chemins possibles différents. Et donc là, vraiment, tu as un maximum de différences possibles. Par contre, plus tu montes, bah, plus les différences se réduisent, disparaissent, jusqu'à arriver au point unique du sommet, où là, tu peux tout voir d'en haut, effectivement, et où l'unité de l'ensemble de tout ce qui était dispersé quand tu étais en bas, bah, elle t'apparaît parce que tu es, voilà, t'es arrivé en haut. Mais tout le monde fait la même chose. Et entre la base et le sommet de la montagne, tous les gens vont te dire, ah ben, moi j'en suis là, donc voici la vérité. Oui, enfin, c'est la vérité de là où tu es. C'est la vérité de là où tu es. Ta vérité, si tu veux, mais ta façon de traduire la vérité. C'est ça. La fréquence avec laquelle tu la vois, la dimension dans laquelle tu le vois. Oui, l'état dans lequel tu es, l'état dans lequel tu es, la manière dont tu le formules, dont tu le présentes, et ainsi de suite. Mais ça, c'est pareil pour tout le monde, je veux dire. C'est à chacun d'aller vers la vérité à sa manière, et à sa manière qui est unique, inestimable, sacrée, inattaquable et intangible. Et voilà. Ce que tu nous as présenté aujourd'hui, pour le coup, bah, comme tu dis, il n'y a pas, il y a pas à chier, c'est comme ça, et c'est factuel, et les chiffres sont là pour le montrer, pour le démontrer. Après, c'est l'interprétation, effectivement, qui vient étayer ou non telle ou telle vérité. Mais en tout cas, en matière de chiffres, en matière concrète, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessous, et c'est juste génial. Je trouve ça super, j'adore cette matière. Merci beaucoup encore, Alexandre, d'avoir Merci passé à du toi, temps Chris. avec nous. Et Avec plaisir. je voudrais aussi dire que c'est on va dire, philosophiquement en tout cas, enfin, moralement ou ce que vous voulez, humainement, ça, on va pas s'emmerder avec ça, avec des mots, c'est que déjà c'est une étude, je pense, qui ouvre l'esprit. Déjà, elle fait voyager, puisque si vous vous basez sur Google Earth, par exemple, vous, vous atteindrez des pays que vous n'avez jamais visités, probablement, des régions que vous n'avez jamais visitées, des monuments que vous n'avez jamais visités. Et en plus de ça, ça nous donne bon, voilà, des résultats, certains résultats. Et puis c'est vraiment, voilà, c'est l'élargissement de la conscience aussi. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc à creuser là-dessous. On sort de son village, comme on disent les Canadiens. Vraiment, voilà, on sort de ces murs, de ces limites établies par cette incarnation, on va dire ça comme ça. Voilà, Elle par devient, l'histoire, la société.
Ouais, non, c'est pour ça que ce n'est pas qu'une matière, c'est pas qu'une matière, voilà, à mettre dans un bouquin ou sur un site ou en vidéo. C'est bien plus que ça. C'est C'est une bien plus matière que à, ça. c'est une matière à pratiquer comme une pâte à pétrir. C'est vivant, c'est C'est vivant. mouvant. C'est complètement vivant. Voilà. Ça émane, ça Voilà. émane. C'est comme de dire une pierre, un cristal, une pyrite, un sceau de Salomon. Ça dégage des choses, une info bénéfique, maléfique, on ne sait pas pourquoi, comment. Mais ça vit, ça communique. Et ça attend, ça attend que nous y soyons enfin réceptifs et que la communication puisse enfin s'établir entre les auteurs de ces merveilles en géographie sacrée, par exemple, et nous. Et ainsi de suite. Voilà, ce discours-là, on peut l'extrapoler à la nature. La nature qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on arrête de lui cracher à la gueule et de la détruire. Euh, les végétaux, les animaux. Oui, oui, voilà ce qu'il nous reste à faire, ça c'est clair. Ouais. C'est ça, exactement l'exemple. Merci. Merci beaucoup pour ça. Et Merci, merci. alors, peut-être, si tu veux jeter un mot sur ton actualité, éventuellement, si tu... Alors, c'est vrai qu'ici, on Et tourne oui, début parce juillet, que mais cette interview sort en septembre, donc c'est un eh petit peu... bien, j'espère qu'à cette date-là, je n'ai pas projeté mon actu aussi loin que ça dans le temps, je te l'avoue, mais par contre, je vais tout faire pour que, en septembre, soient disponibles par écrit les résultats de géographie sacrée que j'ai commencé à réunir pour l'instant, qui seront évidemment disponibles sur Internet en vidéo, ainsi que sur mon site Internet, j'en mettrai également, éditiondulaurier.com. Mais je vais également sortir un livre, je pense, d'un beau format, ou peut-être au moins A4, une revue avec les plus belles cartes et les plus belles trouvailles de géographie sacrée. Voilà, pour présenter, pour que nous ayons sur un support écrit et imprimé, voilà, l'essentiel de mes trouvailles, voilà, à propos du Graal pyrénéen. Magnifique. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour ton travail, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu Merci fais. Alexis, je te remercie infiniment, c'était génial. Et vraiment, merci d'avoir accepté donc cette invitation. Pour les santé du réel, je suis vraiment honoré. Moi aussi. Et j'espère aussi, chers auditeurs, que vous avez apprécié cette intervention de notre cher Alexandre, que vous connaissiez sûrement déjà, justement sur Immedia, hein, entre autres. Je mettrai de toute façon tout ça en description, comme d'habitude. Moi, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Comme je dis à chaque fois, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et Alexandre, à tout bientôt. J'espère qu'on se rencontrera physiquement. Voilà. Moi aussi Alexis, c'était le bienvenu ici. Ciao. Salut, salut. Au revoir. Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel. Lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine.